Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis. Voilà. Encore votre compatriote du Congo-Brazzaville, compatriote africain pour tous les Africains. Comme je dis toujours, on est une même nation, c'est pourquoi je nous appelle compatriotes. Je reviens encore dans mes vidéos, je dis, ce sont des vidéos d'éveil de conscience. C'est pas pour le plaisir que je les fais. Et je veux que ceux qui suivent ces vidéos, que vous les suivez dans un esprit d'éveil de conscience, pas dans un esprit de distraction. Ah ouais, Donald a encore fait quoi? Il a encore dit quoi? Nous allons écouter, nous allons le suivre. Et j'interdis, je dis bien, j'interdis mes vidéos à tous ceux qui viennent dans un esprit de penser, oui, on va juste prier et Dieu va faire. Dieu va rien faire. C'est nous-mêmes qui allons faire plus tout ce qui est de physique et ensuite Dieu nous donnera un coup de main. Donc ceux-là qui ont toujours pensé on va juste prier, Dieu va faire, c'est vous qui avez enfoncé l'Afrique dans les conditions où nous nous trouvons aujourd'hui par votre bêtise, par votre idiotie, par votre naïveté, par votre ignorance de croire que Dieu viendra faire, Dieu dira un mot et tout va changer. C'est de la naïveté, c'est de l'enfantillage, c'est de la bêtise. Vraiment. De croire, c'est être à l'âge de la pierre taillée. Hein? Voilà. C'est être encore au temps où les gens pensaient que tout, c'était la religion qui faisait. C'est Dieu qui faisait. Voilà. C'est vivre avant le siècle des Lumières. Donc, je dis bien que le combat nous incombe aujourd'hui. Alors, je vais vous faire passer encore une vidéo d'éveil de conscience, mais c'est un message adressé plus à la femme congolaise. La femme congolaise qui se résume au maquillage. La femme congolaise qui se résume à ses seins. La femme congolaise qui se résume en gros sur sa beauté. Qui pense qu'elle n'a pas de rôle que d'être un objet, un machin, où les hommes peuvent introduire leur machin. Désolé d'être un peu grossier de le dire ainsi, mais la femme congolaise de nos jours se résume ainsi, se résume à ça. Voilà, moi je vais vous faire écouter encore une dame d'origine togolaise, africaine, panafricaine, comme cet après-midi pour ceux qui m'ont suivi sur mon YouTube, c'est la même dame qui m'inspire beaucoup. Elle part tellement bien, elle est tellement déterminée, elle montre une autre image de ce que doit être notre femme. Voilà, si les images de Chocona, les enfants qui meurent ne vous choquent pas, si les hôpitaux qu'on ferme ne vous choquent pas, si l'incapacité, la médiocrité de ces ministres, soi-disant qui représentent notre nation, notre Congo, leur médiocrité, leur idiotie, leur imbécilité qu'ils affichent à la face du monde, ces aurores qu'ils affichent à la face du monde ne nous font pas honte, ne nous font pas changer. Qu'est-ce qui va nous changer? Alors aujourd'hui, moi je veux encore vous faire écouter Farida Bemba Naburuma, juste pour vous montrer que ce que nous disons, ce que je dis, c'est pas en vain. C'est pas des gens comme ça, on s'est réveillé, on parle de ces choses-là pour se dire, c'est pas un loisir. Moi je suis pas là pour un loisir. C'est pas un temps de récréation. Nous risquons nos vies. Je risque ma vie. Elle risque sa vie. Il y a des gens qui risquent la vie. Et aujourd'hui, je dis bien, notre indifférence dans ce qui se passe au Congo et dans nos différents pays, nous rend complices, nous rend coupables. Sassou, Faure Gnassingbé et beaucoup d'autres, Ali Bongo, ils ne sont pas les seuls responsables. Pour moi, personnellement, les vrais responsables, c'est tous ceux qui restent indifférents devant ce mal-là. Surtout ces hommes sages et intelligents qui comprennent les enjeux. Il n'y a pas à négliger quoi que ce soit. Il n'y a pas à ignorer, à oublier, à penser à autre chose. Non. Voilà. C'est parce que nos pères ont fait un bon et un vrai combat. Ils se sont défendus. Ils ont revendiqué leurs droits. C'est pourquoi ils sont sortis du code de l'indigénat. Hein? Sinon, aujourd'hui, s'ils n'étaient pas battus, nous,
qui parlaient aujourd'hui, les fils noirs, nous serons encore dans les plantations en train de faire gratuitement du café, des cannes à sucre pour les voleurs, les extrémistes, des occidentaux cupides. Nous serons encore des esclaves. C'est parce que des gens se sont battus. C'est parce qu'il y a eu certains Machua André. C'est parce qu'il y a eu certains Thomas Sankara, des Lumumba. C'est pourquoi on a un peu de respect et un peu de dignité aujourd'hui. Et nous devons le savoir que nous aussi, à notre tour, nous devons remplir notre rôle. Nous devons faire notre tâche, notre travail, de sensibiliser, d'éveiller, d'appeler à la lutte, que c'est un devoir. Nos prédécesseurs nous ont tendu la perche, nous ont donné le bâton comme à la course, le relais. Le bâton, on a pris ce bâton-là, nous aussi on doit accomplir. Sinon nos enfants vont nous reprocher ça. Ces incompétents, ces médiocres, ces voleurs qu'on nous a placés là par les forces occidentales pour accepter toutes les décisions des Occidentaux, de la communauté internationale, dont le FMI, afin qu'ils bradent nos terres, nous vendent les terres, et surtout que nous sommes en train, nous, par peur, en train de fuir nos pays. Nous irons trouver rien au retour. Je vais vous laisser donc avec Mbemba Naburuma, qui va parler là. C'est un message pour les femmes. Et moi, je vais compléter pour terminer. C'est la saison des grippes et je suis obligée de faire avec, malgré mon état grippal, vu l'urgence de la grippe. 28 ans Il me tient oh là là, vraiment à cœur de faire cette vidéo que je n'ai pas réussi. Quelle intelligence. Un peu plus tôt. Quelle détermination. J'étais à peine audible. Quel amour. À cause de mon rhume. Bon, je voulais faire cette vidéo pour exhorter les jeunes femmes africaines sur le continent comme ailleurs à s'intéresser beaucoup plus aux affaires du continent. J'aimerais inviter les jeunes filles, les jeunes femmes, où qu'elles soient, que ce soit dans la diaspora comme dans nos pays, à participer activement, pas passivement, mais activement, au combat pour une Afrique meilleure. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. J'invite les amis aussi. Notre génération a aussi sa partition à jouer. Je ne voudrais pas que nous, les femmes, avec tous les atouts que nous avons aujourd'hui au XXIe siècle, tous les avantages dont n'ont pas bénéficié nos mères et encore moins nos grands-mères, je ne voudrais pas que nous laissons passer l'opportunité de non seulement nous faire entendre, mais de participer à la construction d'une Afrique meilleure. Et pour ce, nous devons montrer une certaine solidarité et nous désintéresser un tout petit peu de ces choses qui permettent aux gens opposés de nous classifier ou bien de nous classer comme des êtres faibles, des êtres impuissants, des êtres moins intelligents, des êtres moins capables. Car je sais que le pouvoir de la femme, et surtout celle de la femme africaine, est illimité. Car nos mères ont jumelé beaucoup d'efforts, beaucoup d'activités pour assurer non seulement notre bien-être à nous, mais de la famille tout entière. Et les femmes africaines, elles sont ces femmes qui travaillent le plus au monde, mais qui profitent le moins des fruits de leur travail. Et comme le disait l'actuelle présidente de l'Union africaine, Dlamini Zuma, si toutes les femmes africaines devaient être payées à la valeur, à la hauteur, du travail qu'elles fournissent, surtout dans les champs, elles seraient toutes milliardaires. Car elles sont celles-là qui n'ont pas d'heure de travail, qui se lèvent déjà à 4 heures, qui parcourent des kilomètres à pied, qui cultivent jusqu'au temps soir dans la nuit,
qui en plus de ça ont d'autres activités juste pour pouvoir nourrir leurs enfants. Et malgré tous les efforts qu'elles font, on leur dénie le plus minimum de leurs droits. J'ai eu à soulever plusieurs fois dans mon livre la pression de l'oppression que j'ai là avec moi. La pression de l'oppression. J'ai eu à soulever à plusieurs reprises, surtout dans le chapitre que j'ai titré l'oppression de la femme, le fait que, surtout dans le chapitre que j'ai titré l'oppression de la femme, le fait que... On a été coupé, j'ai remis. Les femmes africaines, non seulement elles sont victimes de l'oppression, mais elles-mêmes, elles orchestrent cette oppression-là. Et elles encouragent cette oppression sans le savoir. La question de l'amélioration des conditions de la femme me tient à cœur, pas seulement parce que je suis une femme, mais parce que je sais que de la femme dépend l'humanité tout entière. Et quand nous avons une Afrique qui est par terre, qui est terrassée, qui est piétinée par toutes les puissances de ce monde, cette Afrique à qui l'on a volé tout, aussi bien ses richesses que sa dignité, les femmes vivent des situations atroces. Elles traversent des épisodes insoutenables, insupportables, ignobles. Et il faudrait que nous, les femmes africaines, nous nous organisons. Ne laissons pas le cas d'une seule femme ou d'un incident ou d'un... Nous avons une Afrique... On est coupé tout le temps là, bon. Par terre, qui est terrassée, qui est piétinée... J'ai encore remis un peu en arrière. Par toute la puissance de ce monde, cette Afrique à qui l'on a volé tout, aussi bien ses richesses que sa dignité, les femmes vivent des situations atroces. Elles traversent des épisodes insoutenables, insupportables, ignobles. Et il faudrait que nous, les femmes africaines, nous nous organisons. Ne laissons pas le cas d'une seule femme ou d'un incident ou même d'un accident isolé dans un seul pays, nous révolter pour 5 minutes et nous taire ensuite le lendemain. Ça doit être un combat continu. Il faudrait que nous ayons dans nos pays au moins le minimum. Et ce minimum inclut la santé et l'éducation. Et aussi bien la nutrition. Parce que les données mondiales montrent que 55% des femmes africaines sont anémiées. Et ceci à cause de la sous-alimentation, de la malnutrition, le tout couplé avec le paludisme et d'autres maladies. Et celles-ci sont exposées à plus de maladies et à plus de problèmes de santé, sans avoir même la possibilité de se soigner comme il faut. Car elles sont celles-là qui sont les moins payées, les sous-payées et les moins rémunérées pour les efforts qu'elles font. Les femmes africaines vivent doublement l'injustice. Car pour chaque 100 francs CFA qu'un homme africain gagne pour un travail, la femme africaine gagne à peine 40%. C'est-à-dire que quand l'homme gagne 100 francs pour le même travail, la femme gagne 40 francs. Et de ça, elle doit se nourrir. Et de ça, elle doit nourrir sa famille. Car dans la plupart des cas, ce sont elles qui répondent aux besoins de leurs enfants. Et quand en plus de ça, elles n'ont pas le droit le plus inaliénable, qui est celui de donner la vie sans risquer la leur, c'est extrêmement grave. Et c'est déplorable. C'est déplorable que nous laissons ces choses passer jusqu'à ce que des drames choquant la conscience humaine se produisent.
comme ce fut le cas de feu Monique Koumaté au Cameroun. Chaque jour, dans un pays africain, une femme décède en couche. D'ailleurs, chaque jour, c'est trop dire. Chaque heure, une femme africaine décède en couche. C'est des milliers de femmes qui perdent la vie. C'est des millions de bébés qui meurent pour raison aucune, par simple indifférence, par simple ignorance. Et nous tous connaissons les raisons. Les raisons, ce sont celles-là qui tiennent nos pays dans leurs mains et qui prennent nos pays en otage. C'est souvent les femmes qui disent qu'elles n'aiment pas la politique. C'est souvent aux femmes qu'on dit de ne pas faire la politique. Parce que il y en a qui m'ont dit, tu es une fille ne fait pas la politique. Ceux-là ne comprennent pas que faire la politique en tant que femme, pour moi, ce n'est pas un choix, ce n'est pas un loisir, mais c'est une nécessité, c'est un besoin. Merci. Parce que je ne veux pas un jour être Monique Koumaté ou toutes ces autres femmes qui meurent dans les mêmes conditions. Je ne veux pas. Je ne veux pas être Awa Fadiga en Côte d'Ivoire, qui a été agressée et laissée sans soin mourir dans un hôpital à Abidjan. Je ne veux pas. Je ne veux pas finir dans ces conditions. Et je préfère prendre le risque de finir autrement que de me faire traiter comme moins qu'une humaine, tout simplement parce que je suis une femme. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepterai pas. Et je voudrais que vous, mes sœurs, vous ne l'acceptez pas non plus. Voilà une femme. Si nous passons non seulement qu'un peu moins de temps à parler des choses futiles et à nous concentrer un tout petit peu sur ce qui touche à notre mère, Afrique, les choses avanceraient plus. Les gens sauraient que ça ne va pas. Et nous nous connaîtrons mieux, nous nous organiserons mieux. Mais quand chacun reste dans son coin, ne veut pas se faire entendre, ne veut pas participer, ne veut pas se mobiliser, ne veut pas s'organiser, ne veut pas prendre part au débat, parce que c'est des débats que naissent les idées, et c'est ces idées-là qu'on peut trouver des solutions. Quand les gens ne le font pas, comment est-ce qu'on va régler les problèmes? Comment est-ce qu'on va s'assurer que nous, les femmes, puissions vivre dans la dignité que nous méritons? Parce que ce n'est pas un péché de naître féminin. Et si je devais en avoir encore l'opportunité, je choisirais encore et encore d'être une fille et de devenir une femme. Nous ne devons pas avoir honte de qui nous sommes. Et notre utilité, chères sœurs, ne se limite pas à la quantité de poudre que nous sommes capables de mettre sur notre visage, ou à la beauté de nos vêtements, ou de nos chaussures, de nos sacs à main, de nos louches à lèvres, de nos tresses. Ce sont des à côté qui nous rendent heureux, certes, mais le vrai bonheur, c'est de vivre dans la tranquillité et de savoir que sa vie est importante pour la société, sa vie compte et sa voix compte pour l'humanité. Nous devons faire compter notre voix. Nous devons militer pour l'épanouissement de la femme africaine. Nous devons lutter pour que les femmes africaines puissent vivre mieux. Nous devons lutter pour que des filles de 11 ans ne soient pas forcées dans des mariages, pour que des jeunes femmes ne soient pas tuées dans les hôpitaux, pour que des jeunes filles ne soient pas agressées dans les rues, pour que les jeunes filles ne soient pas interdites d'aller à l'école et de s'éduquer, pour que les jeunes filles soient condamnées à être des esclaves, des objets de loisirs pour des pervers. Nous avons cette responsabilité et nous avons les moyens de le faire. Car non seulement nous sommes plus nombreux, mais je suis certaine que nous sommes plus puissantes. Plus puissantes émotionnellement qu'ils ne l'auraient imaginé. Plus puissantes psychologiquement qu'ils ne le pensent. Et même plus puissantes physiquement qu'ils ne le croient. La femme africaine est forte.
Si nous avons eu des Amazones sur ce continent, c'est que nous pouvons toujours en avoir. Alors, chères sœurs, je vous prie, faisons un effort pour sortir la femme africaine du trou dans lequel les hommes africains l'ont poussée à être. Il faudrait qu'on sorte de ce trou. Il faut donc qu'on arrête les humiliations. Il faudrait qu'on arrête toutes ces pratiques dénigrantes et ces ignominies qui n'honorent pas seulement notre continent, mais n'honorent pas notre genre dans tout son ensemble. Une femme africaine qui se fait tuer en Afrique, eh bien c'est toute l'Afrique qui va mourir par conséquent. Nous devons tout faire pour que plus jamais l'on ait des Monique Koumaté en Afrique, plus jamais l'on ait des Awa Fadiga, plus jamais l'on ait d'autres femmes que je connais dans mon cercle qui ont perdu la vie en essayant d'en procurer une autre. Nous avons le devoir. Alors, chères sœurs, le devoir nous appelle. Je vous remercie. tolingi mpenza toyebi kozala na nzela mosala tozwi yo brusquement na mwa 5 minutes omeka koyebisa bandeko niveau oyo tokomi dans le Donc voilà, nous avons écouté cette dame qu'on appelle Mbemba Naburuma. C'est un appel qu'elle lance aux femmes. Parce que nos femmes ont tendance à dire, moi je ne fais pas la politique, je ne m'occupe pas de la politique. C'est pourquoi... excusez-moi. Je vais, avant que je passe à autre chose, j'aimerais mettre, voilà. C'est pourquoi j'ai voulu mettre cette vidéo-là, pour que nos femmes voient que la femme, ça s'arrête pas juste aux habits que nous montrons. Que j'ai un joli corps, que je suis le plus beau ou la plus belle. Voilà. Que la femme, attendez, que la femme peut aussi apporter quelque chose. Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui. Je vais parler de la lettre de Willie Lynch, donc de Willie Lynch Letter. Excusez-moi parce que c'est la deuxième personne pour qui j'allais parler là. Donc je pense que c'est... J'allais parler aussi de Willie Lynch. Très bien. Je défends l'affirmative. J'allais parler aussi de Willie Lynch, mais je vais... le nègre le plus contestataire. Déshabillez-le devant les autres noirs, hommes. Voilà. Salut, Berwell. Salut. Tu es fini. Comment c'était? Eh ben, c'est pas mal. Seulement pas mal. This is Audible. You are about to hear The Willie Lynch Letter and the Making of a Slave, read by Ronald Eastwood. Contents. Chapter 1.
Salut Amédée Ngoma. Salut. Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui. Je vais parler de Jean-Jacques Mambo pour l'ère afro. Donc aujourd'hui, je vais parler du Code Noir. Le Code Noir, donc c'est le code qui a été érigé en 1685 pour régir les esclaves dans les îles françaises, de la Caraïbe, dans les Amériques et tout ça. Donc voilà, je pense que... Bon, je pense que je vais prendre... Attendez, rapidement, je finis là. Ouais, j'aurais dû préparer tout ça, c'est pas grave. Rapidement, je finis là. I'll take the affirmative. Take the meanest, most restless nigga. Ok. Ok. J'ai presque fini. Je sais pas cette ronde-là. Olivier, ici. Donc voilà, je vais rentrer dans le vif. Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui. Je vais parler de la lettre de Willie Lynch, dans The Willie Lynch Letter. Alors, donc c'est pourquoi je disais, il est du devoir de la femme congolaise. En fait, pourquoi j'ai voulu faire écouter Mbemba Naboroma, c'est pour dire que lorsque vous dites je fais pas de la politique, je me mêle pas de la politique, non. C'est juste une simple excuse et vous le savez. Vous et moi, nous savons que c'est une simple excuse. Lorsqu'on tue les morts de Chakona, c'est pas de la politique ça, c'est des crimes. Ça pouvait aussi être votre enfant, ça pouvait être votre frère. Mais jusqu'à quand nous les Noirs, les Africains, parce qu'il s'agit de ça, c'est des Africains. Il ne s'agit pas seulement des Congolais, mais c'est des Africains en général. Jusqu'à quand on va fuir cette réalité? Nous avons suivi certaines vidéos, même sur YouTube, où on nous a expliqué que nos dirigeants nous sont imposés par l'Occident. Lorsque nous élisons des dirigeants que nous aimons, ou qui peuvent faire du bien dans le pays, les dirigeants dans lesquels nous avons mis notre confiance, les Occidentaux viennent, ils donnent les armes pour faire un coup d'État pour les enlever. C'est pourquoi Barack Obama a dit, pour eux c'est un business les Occidentaux de mettre ceux qu'ils veulent, mais c'est à nous de les enlever. Beaucoup veulent nous faire croire, ou veulent nous dire que non, la France, faut qu'il donne le veto, faut que nous ne ferons rien sans la France. Non. Je peux vous dire, si 20% des Congolais se lèvent, je parle bien de 20%, des Congolais se lèvent au Congo, Sassou va dégager. Simplement parce que la peur est devenue contagieuse. Pourquoi j'ai voulu faire écouter cette vidéo aux femmes? Parce que lorsque la femme va dire à son homme, à son enfant, que oui, ce qui se passe, lorsque la femme dans la maison va commencer à prendre les décisions, non, elle n'a même pas besoin d'aller elle au front. Mais lorsque nos femmes vont commencer à dire non, Sassou, il faut qu'il parte. Nos femmes africaines commencent à dire Ali Bongo, il faut qu'il parte. Je peux vous dire, la maison, c'est la femme qui la commande. Lorsque la femme de la maison va commencer à dire non, mais il n'y a pas d'avenir pour nos enfants. Lorsque les femmes vont comprendre ça, qu'on n'a pas d'avenir, ni en France, on n'a pas d'avenir, ni au pays où il y a ces dictateurs, on n'a pas d'avenir. Je sais de quoi je parle. J'ai pas d'avenir en France. Jean Boulot, chauffeur de bus, pour moi, c'est quand même bien payé par rapport au boulot que je faisais avant. Mais je sais que j'ai pas d'avenir. Ici, j'ai pas d'avenir. J'ai commencé à travailler à quel âge ici?
Il faut que je travaille. Combien d'années encore? Voilà, chers amis. Voilà, c'est pourquoi j'ai voulu vous faire écouter cette dame-là. Alors, l'autre sujet que je voulais intervenir avant de terminer, c'est pour dire, je vais vous faire écouter, personnellement, il faut le dire, hein, moi j'avais une bibliothèque au Congo. Moi je me reconnais plus autodidacte, hein, que peut-être je peux dire élève, comment dire, j'ai plus en fait appris par moi-même que ce que j'ai appris à l'école. En fait, j'ai passé plus mon temps à lire. J'ai lu beaucoup de bouquins, pas mal. Et j'avoue aussi, il y a d'autres que j'ai pas lu, beaucoup d'auteurs que j'ai pas lu. C'est un frère sur le net qui m'a dit, essaie de lire, tu connais Willie Lynch? J'avoue que je connaissais. En fait, le message de Willie Lynch, je l'entendais un peu partout, mais je ne savais pas le nom de l'auteur. Lorsqu'il m'a parlé de Willie Lynch, je suis parti écouter. Oui, j'avais déjà croisé cette théorie-là. Mais là, par rapport aux événements qui se passent actuellement même au Congo, j'avoue que j'ai regretté pas mal de choses où je me suis dit, j'ai joué le jeu qu'avait prédit Willie Lynch. Et je vais vous faire partager cette expérience. Retenez le nom, William Lynch ou Willie Lynch. Le mot lyncher vient de, le mot lyncher, le mot lyncher, lorsqu'on dit, faut le lyncher, ça vient de Willie Lynch. C'est un ancien esclavagiste. Lorsque beaucoup de maîtres d'esclaves ont eu des problèmes dans leur plantation, ils avaient fait appel donc à ce monsieur qui était devenu un expert à dresser les noirs. À dresser les noirs. Et pour votre gouverne, tenez-vous bien, c'est au nom de Dieu qu'ils font toutes ces choses-là. Lorsqu'il commence son discours, il parle même au nom de Dieu. Donc, moi, je vais partager. Si je veux le partager, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Je vous partage ça pour que ça vous interpelle et que ça vous ramène à quelque chose. Ce message, c'est pour les Congolais et aussi en général pour les Africains. Excusez-moi. Alors, on va lire quelques messages de Willie Lyncher là. Comme j'ai dit, c'est un ancien esclavagiste, dans les années 1700. Alors, le discours de William Lynch. Je vous dis, je n'ai pas pris ça au hasard. Je fais référence à quelque chose. C'est pourquoi je tiens à dire, on a tellement donné dans ce combat, dans cette lutte du Congo et de l'Afrique, mais en particulier du Congo, que je dis, personnellement, je ne lâcherai pas. Personnellement, je ne permettrai pas que des gens viennent saboter le travail que nous estimons avoir fait. L'éveil des Congolais, afin qu'ils ne soient pas toujours dans la distraction. En ce qui me concerne, moi je refuse pas que quelqu'un puisse boire sa bière. Mais j'aurais bien voulu, je le recommande, à la maison. On va commencer une prise de conscience, chers amis. Je veux bien que les gens prennent leur bière à la maison. Je ne veux pas que les gens continuent à prendre leur bière dans les Nganda, les Pakistanais, l'autre. Non. Je veux que les gens se penchent vraiment dans la situation de notre pays. Dans la situation de nos pays. L'Afrique est en danger. Je vous lis William Lynch.
William Lynch était un propriétaire d'esclaves anglais dans les Caraïbes qui aurait vécu au XVIIIe siècle. Il a voyagé des Antilles en Virginie où il était reconnu pour son expérience de contrôler les esclaves. Les mots lyncheur et lynchage tiendraient leur origine de son nom, William Lynch. Un jour, face aux révoltes incessantes des esclaves dans les plantations de Virginie autour des années 1710, il a été invité pour tenir un discours aux propriétaires pour leur transmettre ses méthodes, qui semblaient fonctionner chez lui car il n'avait pas de problème de révolte. Suivez bien. Surtout aux Congolais, parce que nous les Congolais, on est très xénophobes. Je dis bien, je précise, je suis Congolais, mais je précise, nous les Congolais, de Brazzaville, je précise, on est très xénophobes. Ce dernier leur explique qu'il avait mis au point une méthode infaillible pour contrôler les esclaves pendant minimum 300 ans. Ci-dessus un extrait de son discours. Écoutez. C'est hallucinant lorsqu'on découvre de telles choses quand même. Ça vous fait réfléchir. Mesdames, messieurs, je vous salue ici en cette année de notre Seigneur. Donc, il est très croyant. 1712. J'aimerais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous aider à résoudre les problèmes que vous avez avec vos esclaves. J'ai expérimenté dans ma modeste plantation des méthodes nouvelles de contrôle des esclaves. La Rome antique nous envierait si mon programme était appliqué. Non seulement vous perdez de l'argent en pendant vos esclaves, vous avez aussi des insurrections, des révoltes, vos champs restant ainsi longtemps sans être cultivés, vos propriétés sont souvent victimes d'incendies, votre cheptel est tué. Je ne suis pas là pour vous énumérer tous les problèmes que vous avez avec ces esclaves, mais pour vous aider à les résoudre. Je dispose d'une méthode qui vous permettra de contrôler définitivement vos esclaves noirs et qui a fait ses preuves dans ma propriété. Je vous garantis à tous que si vous appliquez correctement, elle vous permettra de contrôler vos esclaves pendant au moins 300 ans. Ma méthode est simple. Tout membre de votre famille ainsi que vos ouvriers blancs peuvent l'utiliser. Je fais ressortir un certain nombre de différences parmi les esclaves. Il me suffit de reprendre, écoutez bien, ces différences, de les agrandir, de les exagérer, puis je suscite la peur, la méfiance, l'envie, la méfiance en eux, afin de les contrôler. Par exemple, prenez cette liste de différences: l'âge, la couleur, l'intelligence, la taille, le sexe, la superficie des plantations. Excusez-moi, j'ai voulu. L'attitude des propriétaires, le lieu d'habitation des esclaves, vallée, montagne, l'est, ouest, le nord, le sud, le type de cheveux des esclaves, fins ou crépus, la taille des esclaves, grande taille ou court. Je vais ensuite vous donner une stratégie d'action pour mettre tous ces éléments ensemble. Mais avant tout, j'aimerais vous dire que la méfiance, le manque de confiance en soi est plus efficace que le respect ou l'admiration. L'esclave noir, après avoir reçu ce lavage de cerveau, perpétuera de lui-même et développera ces sentiments qui influenceront son comportement pendant des centaines, voire des milliers d'années, sans que nous n'avions plus besoin d'intervenir. Leur soumission à nous et à notre civilisation sera non seulement totale, mais également profonde et durable. N'oubliez jamais que vous devez opposer les adultes et les noirs âgés aux plus jeunes. Les noirs à peau foncée aux noirs à peau plus claire. La femme noire à l'homme noir. Mesdames, messieurs, ces solutions sont les clés qui vous serviront à contrôler vos esclaves. Utilisez-les. Faites-en bon usage. Faites en sorte que vos femmes, vos enfants, vos ouvriers blancs les utilisent aussi. Ne manquez pas cette opportunité. Si vous l'appliquez intensément pendant une année, les Noirs eux-mêmes les développeront, les accentueront et manqueront à tout jamais de confiance en eux-mêmes. Cela vous permettra d'asseoir une domination quasi éternelle sur eux. Voilà. En fait,
En somme, il veut dire par là, William Lynch, il faut, dans sa théorie en fait, il veut dire, il faut que vous leur montrez, que vous montrez aux Noirs qu'ils sont différents par rapport à leur lieu de naissance. Moi, je suis né à tel lieu du pays. Lui, il est né à tel lieu du pays. Lui, il est né là-bas. Vous, vous êtes des cours. Eux, ils sont souvent menteurs. Eux, ils sont pas bien. Oh, la traîtrise, c'est toujours leur truc. Eux, ceux-là, de l'autre là. Et mettre la méfiance, pas la confiance. Eux-mêmes, ils vont perpétuer ça tout le temps. Les Noirs vont tuer les Noirs. Ils vont s'embrouiller entre eux. Ils mettront jamais la paix. Et pourquoi pas si nous appelons tous simplement Congolais? J'arrive, attendez. Attendez. Un autre, j'ai pris encore un autre lien qui part de William Lynch. Donc, ce discours de l'esclaviste William Lynch, commenté et analysé par Léon Kidjamale Grand. Écoutez bien. Ce discours a été prononcé par un esclavagiste européen, William Lynch, en 1712. Il avait été invité par ses collègues afin de venir présenter une nouvelle technique de contrôle des Africains déportés aux États-Unis, mais qui se révoltaient chaque jour et mettaient ainsi à mal leurs affaires. William Lynch, de par sa compétence et l'expertise qu'il avait développée, était devenu un consultant en ce domaine. Bon, le discours, je vous l'ai lu déjà. Voilà, mesdames, messieurs, voilà, patati patata. J'aimerais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous aider à résoudre les problèmes que vous avez avec vos esclaves. J'ai expérimenté dans ma modeste plantation des méthodes nouvelles de contrôle des esclaves. La Rome antique nous enviera. Je vous ai lu le discours, donc on va gagner du temps. J'arrive les commentaires de ce monsieur. Commentaire et analyse du discours de Kidjamale. Ce discours est encore d'actualité. Ça, c'est celui qui commente qui dit. Sa portée a été réelle dans l'Amérique esclavagiste. L'esprit de la méthode de William Lynch est tout simplement la mise en évidence d'un certain nombre de différences entre les individus d'un même groupe social, en l'occurrence les Noirs. Il s'appuie pour cela sur l'âge, la couleur de la peau plus ou moins foncée, le sexe, la taille, les cheveux lisses ou crépus. Par ce moyen, il peut séparer les Noirs, il peut les empêcher de constituer un groupe pour résister à leurs propriétaires blancs. Vous voyez, c'est le fameux diviser pour régner. Le texte ne nous dit pas si la méthode a été suivie par les autres fermiers blancs, mais on peut l'imaginer. Pour nous, Africains, les leçons sont à tirer de ce discours face à l'opposition d'où qu'elle émane. Et c'est pourquoi moi je tiens à vous dire, ça sera mon prochain discours dans le métro, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Même le génocide du Rwanda a été planifié des années avant par les Belges lorsqu'ils sont arrivés et ils ont inscrit sur les cartes des gens Hutu, Tutsi, lieu de naissance pour montrer la différence que nous les Tutsis vous êtes forts, c'est vous qui êtes les plus nombreux, vous les Tutsis vous êtes plus intelligents que les Tutsis, vous êtes minorité mais vous êtes plus intelligents que les Tutsis. Vous les Hutus vous êtes les plus forts, les plus nombreux et vous avez la force. Ils ont exagérer les différences entre les gens afin de les embrouiller. Écoutez. Par ce moyen, il peut séparer les Noirs, il peut les empêcher de constituer un groupe pour résister à leurs propriétaires blancs. C'est le fameux diviser pour régner. Le texte ne nous dit pas si la méthode a été suivie par les autres fermiers blancs, mais on peut l'imaginer. Pour nous, Africains, des leçons sont à tirer de ce discours face à l'oppression d'où qu'elle émane. Dans tous les cas, beaucoup de leaders négro-africains tels que Martin Luther King, Nelson Mandela et Gandhi qui connaissaient ce discours ont su tirer les conséquences politiques et sociales. Ils ont su maintenir unis ceux avec qui ils menaient le combat pour la libération des droits. Gandhi, contre qui les colons anglais ont opposé Muhammad Ali Jinnah, avait essayé en vain de sensibiliser celui-ci contre les ruses de ce discours que les Anglais ont adapté à leur situation de l'Inde de l'époque, mais sans succès, c'est-à-dire si la méthode est redoutable. Mandela, lui aussi, avait déployé une énergie immense pour ne pas tomber dans le piège que le régime de l'apartheid avait monté, notamment en créant des Bantous, tant en attisant les haines tribales entre les Xhosas et les Zoulous, cela malgré les trahisons de Buthelezi et son Nkata. En Afrique centrale, Barthélemy Boganda revêt d'un États-Unis en Afrique centrale, celui que la France gaulienne lui avait opposé pour faire échouer ce fabuleux projet fut Léomba au Gabon, sans trop d'efforts. On avait réussi à le convaincre que son pays
risquerait de partager ses richesses avec d'autres plus pauvres. En Afrique de l'Ouest, bon, voilà. Donc, en fait, il les divise. L'esclave noir, après avoir reçu ce lavage de cerveau, perpétuera de lui-même et développera ses sentiments qui influenceront son comportement pendant des centaines, voire des milliers d'années, sans que nous, les colons blancs et esclavagistes, n'ayons plus besoin d'intervenir. Leur soumission à nous et à notre civilisation sera non seulement totale, mais également profonde et durable. On nous rappelle cette partie du discours de William Lynch. Alors, moi j'aimerais, avant de terminer, j'aimerais vous faire écouter encore. Je dis pas ça au hasard. Si on disait simplement on est des Congolais, qu'on est tous unis, simplement des Congolais, ça changerait quoi? Ça changerait quoi? C'est pourquoi je dis, le problème du Congo, c'est de nous unir et de nous débarrasser de Sassou Nguesso. Si on n'est pas capable de nous débarrasser de Sassou Nguesso, n'inventons pas d'autres projets ou autre chose. Sassou quittera par la mobilisation générale de tous les Congolais. Moi, vous n'arriverez pas à me convaincre si moins de 1% des Congolais n'osent se lever pour chasser Sassou Nguesso de cette place-là. Toutes les méthodes que vous allez inventer, vous allez me dire ça, on n'a pas pu, ça, non. Pour moi, simplement parce que on est moins d'1% être prêt à faire des vidéos, moins d'1% être prêt à aller dans les marches, moins de 1% être capable de braver et de dire à Sassou qu'on t'aime pas. Pour moi, c'est ça. Parce que la majorité, les 99% sont envahis par la peur. Ils sont pétrifiés. Simplement. Parce que moi, je suis rassuré, hein, j'ai fait ma part. Hein, rassurez-vous, hein, je suis pas déçu. Hein. J'ai fait ma part. Et beaucoup témoigneront ici, tels que vous êtes là, si on était tous comme Donald, comme Faye, comme beaucoup d'autres qui se sont levés, Sassou ne sera pas là. Voilà. Écoutons encore pour terminer le truc de William Lynch là. La semaine dernière, j'avais fait une petite vue du Code Noir. Donc je pense que c'est un peu parlé. Le Code Noir, c'était pour régir les îles françaises, enfin dites françaises ou françaises dans les Amériques. Non, là c'est le Code Noir. Les esclaves. Donc Willie Lynch, lui, c'est plutôt quelqu'un qui vient de la Grande-Bretagne, qui vivait au West Indies, donc les Caraïbes, disons les Caraïbes, les îles anglaises. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, Willie Lynch était un tortionnaire, d'où le mot lynçage qui vient de son nom, ou Lynch. Donc en fait, c'est le père, en fait, si on peut dire ça comme ça, du lynchage, quoi. Donc pour faire bref, en fait, ce livre-là, en fait, ce livre, c'est plus, c'est une espèce de, comment on pourrait dire, de formation, d'accord, pour être un bon maître esclavagiste, voilà, un bon maître esclavagiste pour faire en sorte que l'esclavagiste qui a une plantation, pour qu'il puisse bien la gérer, puisqu'en fait, tout est basé sur un concept de business, quoi. C'est un business, il faut que le business soit rentable. La matière première du business, c'est, on va dire, les bras des esclaves. Mais il faut que ces bras se rentabilisent. Et c'est comme ça, en fait, qu'en fait, en 1712, il a été invité, en fait, par des planteurs américains en Virginie. Et c'est là qu'il a, en fait, donné, c'était une espèce de formation, quoi. C'était une formation, c'était un training pour être un bon maître planteur. En 1712, en Virginie, aux États-Unis, il avait été invité, donc il était parti là-bas. Donc, disons que au niveau de la méthodologie, pour pouvoir régir en fait les esclaves, tout est basé pratiquement sur un renversement de la conscience, hein, de la conscience de l'esclave, c'est-à-dire le faire agir à contre-courant, en fait. Et pour faire ça, un des premiers points qui dit, c'est de monter en fait les esclaves les uns contre les autres. Et pour ce faire, en fait, en tout cas sa technique, sa méthodologie, c'est de d'abord faire une liste des différents critères, des types d'esclaves qu'il a.
qu'un maître pourrait avoir. Voilà. Donc ça va de la taille, donc les grands, les petits, la couleur de peau, les plus foncés, les moins foncés, les plus intelligents, les moins intelligents. Le sexe aussi, ça rentrait en compte. On mettait les femmes contre les hommes, les vieux contre les jeunes. C'est-à-dire faire en sorte que au sein de la plantation, il y ait un problème déjà interne entre les esclaves en fait déjà. C'est-à-dire que c'est, comme on dit souvent, diviser pour mieux régner. C'est diviser au sein même de la plantation tous les esclaves pour pouvoir mieux les gérer. Ensuite, ce qui se passe, c'est que il prend l'exemple avec, par exemple, comment dompter un cheval, comment dompter le cheval, puisqu'à la base, le cheval, bien sûr, c'est un animal libre, hein, c'est un animal, disons, sauvage, on va dire. D'ailleurs, s'il galope, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a l'habitude d'avoir les plaines. Donc, et l'analogie qu'il fait, c'est de rendre le cheval dépendant donc, de son maître, si bien que le cheval puisse venir maintenant manger dans la main du maître. En fait, c'est basé là-dessus. C'est créer une dépendance entre le cheval et le maître, et créer une dépendance entre l'esclave et le maître. C'est l'analogie en tout cas qu'il utilise. Et c'est sa méthode en fait. Donc, sa méthode, elle est basée sur la femme, puisque en général, on dit aussi que c'est la femme qui donne l'éducation. Donc, qu'est-ce qu'il fait au niveau de la femme? C'est-à-dire la manière dont il la dompte, c'est que, en fait, ce qu'il va d'abord faire, c'est amoindrir l'image de l'homme, c'est-à-dire faire en sorte que l'homme ne soit pas un homme fort, que ne soit pas un homme qui puisse, comment dirais-je, protéger ses enfants, protéger sa femme. Donc c'est rendre l'homme faible mentalement, mais fort physiquement. Et pour ce faire, il a des méthodes. Qu'est-ce qu'il disait? Par exemple, il disait de prendre par exemple un esclave robuste, un esclave têtu, un esclave qui vraiment avait peut-être même des qualités de leader, on va dire ça comme ça. Et ce qu'il faisait en fait, c'est que il faisait des espèces de rassemblements pour pouvoir renverser la mentalité de chacun de ses esclaves. Il faisait des rassemblements et il prenait ce nègre, cet esclave fort, il le déshabillait devant tout le monde, ok. Il le badigeonnait de tard, d'accord. Ensuite, il lui mettait des plumes dessus. Donc voilà, c'est vraiment une entreprise d'humiliation totale, hein, déshumanisation de l'homme, tout ce qu'on veut. Ensuite, ce qu'il faisait, c'est qu'il attachait les deux jambes, enfin chaque jambe de cet esclave à un cheval, à 2 chevaux, donc un cheval par jambe, dans des sens opposés. Ensuite, ce qu'il faisait, c'est qu'il immolait l'esclave, ok. Ensuite, il tapait les deux chevaux pour qu'ils passent dans une direction opposée et pour qu'ils, en fait, démembrent comme ça cet esclave-là, robuste, têtu, peut-être même intelligent, cet esclave qui était en fait une menace en fait. Hein. Et donc voilà, tu le disloques comme ça, tu le mets en feu, tu le disloques comme ça devant tout le monde, femmes, enfants, petits, moyens et grands, hein, pour faire des exemples que voilà, si maintenant vous vous amusez, voilà ce qu'on va faire de vous. Donc ça c'était une des méthodes, je sais pas moi, de psychopathe en tout cas, pour renverser l'œil, le regard que l'homme a dans la plantation, l'homme esclave a dans la plantation. Donc ça c'était une de ces méthodes. Ensuite ce qu'il fallait faire, ce qu'il dit c'est qu'il fallait aussi maintenant, la deuxième étape de cette méthode, c'était maintenant de prendre tout le reste, c'était de prendre le reste des mâles et de les fouetter, de les fouetter, et surtout, aussi ça c'était un de ses principes, de ne jamais tuer, hein, ne jamais tuer l'esclave. C'est-à-dire tu le fouettes, tu le frappes, tu le bats, tu fais ce que tu veux, mais ne le tue pas, parce qu'en fait, lui, en tant que maître esclavagiste, il est dans une logique de business. Donc si maintenant tu tues ton bétail, et ben forcément tu ne peux pas rentabiliser, puisqu'en fait l'esclave tu l'achètes. Hein.
Donc si tu le tues, tu ne peux pas rentabiliser. Donc surtout ne pas les tuer, mais comme il disait, leur infliger la peur de Dieu. Donc ça, c'était une de ces méthodes pour renverser la psychologie de l'esclave. Donc, c'est ça. Ensuite, ce qu'il faisait, c'est que bien sûr, il fallait s'attaquer aussi à la femme. Donc, qu'est-ce que ça envoie comme message maintenant quand un homme fort comme ça, un homme fort noir esclave se fait démembrer de la manière la plus sauvage que l'on puisse imaginer? Ça joue sur le mental de la femme qui donne l'éducation, les mamans. Donc, qu'est-ce que maintenant elles vont faire inconsciemment? Quand elles auront des enfants, garçons, elles les élèveront justement pour pas que ce soit des rebelles. En tout cas, c'est la méthodologie, c'est la rhétorique de Willy Lynch. C'est pour ça que il casse l'image du père. En fait, le message qu'il envoie, c'est voilà, si vous voulez être des rebelles, si vous voulez être des hommes intelligents, des esclaves intelligents, aussi, voilà ce qu'on va vous faire. Donc maintenant, la rhétorique, c'est que la maman qui voit ça, elle ne va pas élever maintenant son enfant pour qu'il soit un rebelle. Non, elle va l'élever pour qu'il soit tendre, pour qu'à partir de l'âge où il pourra travailler, il ira travailler sans poser de problème, justement, à se mettre esclave. Car elle sait qu'en fait, que voilà, si maintenant elle éduque un enfant, entre guillemets, têtu, rebelle, cela, il va se faire démembrer, il va se faire disloquer, il va se faire immoler de la manière la plus sauvage et barbare possible. Donc non. Voilà. Et ce que ça crée aussi, ça crée que la femme, psychologiquement parlant, elle ne peut pas maintenant aller s'attacher à un homme. C'est-à-dire que comme l'image de l'homme a été cassée, elle ne peut pas maintenant aller s'attacher à un homme, entre guillemets, fort, qui pourrait la protéger. Donc, ce qui fait que, psychologiquement parlant, ce qu'elle fait, c'est elle devient indépendante de l'homme. Donc, ça rejoint aussi le monter les hommes contre les femmes. Donc, c'est vraiment un cycle comme ça qui fait que, au sein de la plantation, tous les nègres sont les uns contre les autres. Tous les nègres, tous les esclaves sont les uns contre les autres. Et ce qui se passe aussi, c'est que, comme pour le cheval, il faut créer maintenant un état de dépendance de la femme. Comme la femme, elle peut pas compter sur son mari, puisque le mari, en fait, s'il essaie de se rebeller, s'il essaie de faire quoi que ce soit, il sera maté. Ce qui fait qu'elle, maintenant, il faut qu'elle se débrouille toute seule, sans homme fort. Puisque l'homme fort, en fait, ne doit pas exister, puisque s'il existe, on va le démembrer, quoi. Donc ça crée un cercle vicieux comme ça, de femmes qui élèveront des enfants, qui élèveront leurs filles de manière à ce qu'elles ne s'attachent pas aux hommes, puisque les hommes, si on s'attache à eux, on va les démembrer, on va les immoler, on va les tuer de manière extrêmement barbare. Donc ça crée un vrai cercle vicieux comme ça. Et c'est-à-dire que sa méthodologie, c'est de dire que ça, si vous faites ça bien, eh bien vous serez tranquille pendant au moins, je ne sais plus combien de générations il dit, tu vois. Donc c'est ça c'est la méthode de Willy Lynch. D'accord? Donc ce qu'il faisait aussi, c'était au niveau des femmes, c'était de faire... en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait créer des femmes indépendantes et fortes, et des hommes, des femmes esclaves et des hommes esclaves complètement, comment on pourrait dire ça, faibles d'esprit, mais forts de corps. Et en créant une espèce de dynamique comme ça de mères porteuses qui enfanteront, en tout cas qui enfanteront et qui élèveront des garçons à ce qu'ils soient tendres, entre guillemets, à ce qu'ils soient doux, et des filles qui ne doivent sûrement pas s'attacher à ces hommes-là, parce que ces hommes-là, en vérité, ils pourront rien pour toi. Donc vraiment, ça crée comme ça un espèce ça crée une dynamique où en fait, voilà, l'esclave homme reste mentalement faible, physiquement fort. La femme reste devant, mais ne veut pas d'un homme qui risquerait de se faire lyncher, quoi. Donc c'est ça vraiment le lynchage. Donc voilà, là j'en suis déjà à 12 minutes, donc je vais m'arrêter. J'aurais bien voulu en parler un peu plus, mais là ça fait déjà un peu beaucoup. Donc voilà, c'était une petite entrevue de Willy Lynch Letter.
Donc la manière dont dompter, casser l'esclave. Voilà, j'aurais préféré en parler un peu plus, mais là ça fait déjà un peu beaucoup. Donc voilà, c'est bien à savoir, comme je dis souvent, savoir apaise. Donc que de savoir de ces choses-là, ça fait gamberger. Donc voilà, The Willie Lynch Letter, c'était une petite entrevue. La semaine prochaine, je sais pas ce que je ferai. Allez, peace. Ok. Jean-Jacques Mambo pour les Afro. Donc aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai voulu faire écouter ça quand même. Pour qu'on voie un peu. J'ai pas mis ça au hasard comme j'ai dit au départ. Hein. J'ai pas mis ça au hasard. Ça devait nous éduquer. Les lieux de naissance, les régions, les départements. Si nous voyons la lutte comme ça, elle est perdue d'avance. Elle est perdue d'avance. L'ennemi du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. C'est vrai que lorsque nous suivons William Lynch, certains vont me dire que ouais, faut pas s'en prendre à Sassou Nguesso. Les Blancs veulent faire tuer les Noirs, tueront les Noirs, parce que c'est ça qu'il dit. En d'autres mots, les Noirs tueront les Noirs. Non. Pour moi, je dois aussi faire la part des choses. La part des choses, c'est que il y a des Noirs traîtres, il y a des Noirs pourris, il y a des Noirs médiocres pour lesquels il n'y a que eux-mêmes qui comptent. Et moi, je pense que nous ferons un nettoyage au Karcher avant de reprendre un nouveau départ. Voilà. Voilà le message que je voulais donc faire passer cette soirée. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Désolé pour avoir mis un peu plus de temps. Prenons-en de la graine, réfléchissez. Et le message principal, c'était pour la femme. Le message que nous avons donné, c'était pour la femme congolaise et africaine de s'engager et de ne pas dire j'aime pas la politique, je fais pas la politique. Non. Ce que vous faites là, vous dénoncez les crimes, vous dénoncez le mal. Simplement, c'est pas de la politique. Voilà le message que nous avons voulu faire passer. C'est pourquoi je vous ai montré la première vidéo de Farida Bemba Naburuma. Merci encore pour ceux qui ont été présents, qui ont suivi. Salut à toi Serge Ebayi. Veuillez partager la vidéo. Je dis bien que le commencement de cette lutte-là, l'engagement et l'activisme commencent par le partage des vidéos. Lorsque vous suivez seule la vidéo, vous ne la partagez pas, ni inbox, pour ne pas partager sur votre mur. Mais si vous ne partagez même pas inbox, ni sur votre mur, pour moi, c'est cela que je demande. Veuillez quitter ma page. Voilà. Nous sommes là dans une logique, la lutte. Qu'il y ait 2 personnes qui me suivent, je parlerai pour la lutte. Qu'il y ait une seule personne, je parlerai et ça ne s'arrêtera pas. Voilà. Merci encore pour ceux qui ont suivi. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous et donc à la prochaine. Merci encore.